Nous allons également agir au niveau de la fiscalité pour donner des incitatifs, un, pour attirer les talents, deux, pour garder à Luxembourg les décideurs et les faire venir, je dirais, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Gilles Roth, qui est notre ministre des Finances. Soyez le bienvenu. Bonjour. Gilles Roth est un avocat de formation. Il a exercé au début de sa carrière. Et ensuite, c'est pas très connu, mais dès que Jean-Claude Juncker a été au gouvernement en 1995, il a commencé à officier au ministère des Finances à différentes fonctions. En l'an 2000, il est devenu maire de Mamers, un poste qu'il a dû quitter lors de son élection en novembre 2023 comme ministre des Finances. Et il a été très actif pendant toutes ces années avec différents postes liés au ministère. Alors la question principale que je voudrais vous poser, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes très actif, mais quelles sont vos principales priorités? Je pense que mes priorités, elles découlent du programme gouvernemental. Et pour la première phase de cette nouvelle mandature du gouvernement, il y a trois priorités principales. Un, c'est bien entendu augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Deux, s'attaquer au problème du logement. Et trois, c'est de rendre le paysage économique et financier luxembourgeois plus attractif et également plus compétitif. Je dirais pour le pouvoir d'achat, on a tenu parole, on a déjà adapté le barème d'impôt à 4 tranches indiciaires, 2,5 vont encore suivre pour entrer en fonction le 1er janvier de l'année prochaine, sous réserve d'approbation du Parlement. Logement, on a lancé un paquet fiscal au ministère des Finances qui, je pense, est complémentaire à l'offre de nouveaux logements qui est créée à travers le ministre du Logement. Je rappelle simplement, il y a 480 millions d'euros qui sont dédiés dans les années à venir à acquérir des VFA, donc des ventes en futur état d'achèvement. Nous, de notre part, au ministère des Finances, on a complété ça par un paquet logement, mesures fiscales d'incitation. Je rappellerai que le crédit d'impôt qui est destiné également, le Bulletin Act, pour ceux qui investissent dans le logement. Nous avons une imposition de la plus-value qui est réduite au quart du taux global. Nous avons d'autres mesures comme l'amortissement accéléré. Nous avons une immunisation en partie de la plus-value si elle est transférée d'un logement qui est vendu vers un autre logement qui est dédié à une classe triple A énergétique, à des logements à des fins sociaux. Donc il y a un ensemble de paquets qui permettra, à côté des investissements réalisés par l'État, des investissements à réaliser par la SNHPM, les communes. Il y a également les investisseurs qui sont incités à investir parce que l'État et je dirais le pouvoir public ne peut pas tout faire lui seul. Deuxièmement, pouvoir d'achat. C'est nécessaire de le faire et je pense qu'on a tenu parole. Si tout sera approuvé, je dirais d'ici la fin de l'année, avec entrée en vigueur le 1er janvier de l'année 2005, il y a 6,5 tranches indiciaires sur 8 qui sont accumulées, qui seront neutralisées, ce qui donne quand même un pouvoir d'achat additionnel à tous les citoyens qui payent des impôts. Deux, la classe d'impôt 1A, donc pour les monoparentaux surtout, sera adaptée, le tarif sera allégé. Je pense que ce qui est nécessaire également pour contrecarrer la lutte contre le risque de pauvreté que le Premier ministre Luc Fried a mis en exergue dans son discours sur l'état de la nation. Et trois, bien entendu, propre au ministère des Finances, c'est renforcer l'attractivité de la place financière, la compétitivité des entreprises. C'est nécessaire pour le faire, ce n'est pas pour faire une fleur à notre place financière, mais on sait très bien que 75% de notre impôt sur le revenu des collectivités vient des banques. Nous avons 5 300
milliards d'actifs qui sont sous gestion dans les fonds d'investissement ici sur la place du Luxembourg. Nous sommes recherchés par surtout des entreprises, des banques et autres institutions financières qui viennent bien au-delà de la communauté ou de l'Union européenne, qui suivent en fait, je dirais, notre business model, c'est-à-dire qu'ils implantent ici à Luxembourg leur headquarter européen pour desservir dans le cadre de la libre prestation des services, dans le cadre d'une union des marchés des capitaux, l'Union européenne. Et je suis très content d'avoir pu assister à l'inauguration de China Taiping, qui est un grand assureur chinois qui vient d'ouvrir ses portes à Luxembourg il y a une dizaine de jours et qui emploie dans le monde entier 550 000 salariés, donc c'est presque la taille du Luxembourg. Et je dirais, je ne peux pas encore le communiquer, mais je dirais d'autres institutions financières qui agissent globalement sur la planète vont bientôt s'implanter à Luxembourg, ce qui est une bonne chose. Voilà pourquoi on va réduire l'impôt sur le revenu des collectivités d'1% à partir du 1er janvier de l'année prochaine. On va réduire, sinon exempter les ETF gérés activement, ce qui était un autre créneau qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous allons également agir au niveau de la fiscalité pour donner des incitatifs, pour attirer les talents, deux, pour garder à Luxembourg les décideurs et les faire venir, je dirais, d'ailleurs, parce que d'autres places financières comme Paris, comme Milan, Londres, ils font également des programmes incitatifs parce qu'une fois qu'on a le décideur à Luxembourg, bon, et s'il se trouve bien ici, il entend développer également le réseau de sa compagnie ici à Luxembourg, ce qui est très très important. Et je dirais, j'ai fait des missions financières en Suisse, à Londres, et les échos étaient très positifs, également face à la nouvelle approche, je dirais, plus business-friendly du nouveau gouvernement. Très bien, et c'est vrai qu'il y avait d'autres bonnes nouvelles l'an dernier. On se souvient de Bank of America qui a choisi Luxembourg, Convera également, qui était la partie corporate de Western Union. Donc effectivement, beaucoup de bonnes nouvelles. Sans aucun doute, un plan qui est assez clair. Simplement, il a un petit problème ce plan. Il fait 209 pages, c'est l'accord de coalition. Donc avant qu'on aille dans le détail, si on prend un peu une vision panoramique, quels sont les risques et les opportunités que vous identifiez immédiatement, ou en tout cas cette année? Je dirais les risques pour le Luxembourg, bien entendu, sont des risques géopolitiques. La guerre en Ukraine, il y a les conflits, je dirais, au Moyen-Orient. Là, on est un acteur, je dirais, dans la communauté internationale, mais le Luxembourg n'a pas réellement une interaction pour résoudre à lui seul de tels conflits, donc on les subit, comme d'ailleurs d'autres économies, je dirais, dans la planète entière. Bien entendu, le Luxembourg est une économie ouverte, donc on est tributaire de ce qui se fait un peu à gauche et à droite. Si, je dirais, l'industrie allemande, surtout dans le secteur automobile, ne va pas bien, ça a un impact direct ou indirect au Luxembourg. Si l'inflation monte, ce n'est pas bien pour une place financière. S'il y a des précarités, je dirais, d'ordre politique, c'est jamais bon pour un centre financier. Voilà pourquoi ce sont un ensemble de risques. Le principal risque pour le Luxembourg, c'est qu'il soit attaqué en raison de sa place financière parce que ça crée des jalousies. Et c'est également une opportunité parce que c'est un instant pour se remettre jour et jour en question soi-même et qu'il faut réagir et saisir les opportunités. On est un petit pays. On est un pays avec 650 000 habitants, on est un pays qui est multilingue, on est un pays qui a des éléments hautement qualifiés. On est un pays qui a une stabilité politique parce que si vous la comparez à ce qui se passe, je dirais, de l'autre côté de nos frontières nationales, les grands pays voisins auxquels on doit beaucoup, et on voudrait que également dans ces pays voisins, il y ait une stabilité. Bien entendu, quand il y a une certaine instabilité politique dans ces pays, je dirais indirectement,
et surtout au niveau du monde de la finance, du monde de l'économie, ils se tournent vers le Luxembourg. Donc c'est à nous de donner de la prédictibilité, donc de la prévisibilité pour les acteurs financiers et économiques. Et je pense que ça se remarque bien au Luxembourg. Également, l'attitude qu'a un gouvernement pour dire ouvertement il nous faut de la compétitivité pour les entreprises, il nous faut de l'attractivité pour notre centre financier. Et avec ça, nous payons notre budget, nos budgets sociaux qui équivalent à 47% de l'ensemble des dépenses du budget de l'État. Et cela ne sera pas remis en cause par le nouveau gouvernement. Et je sais que ça ne plaît pas à tous les acteurs économiques, mais le Premier ministre l'a rappelé il y a peu, que le gouvernement tient au maintien des mesures de l'indexation. C'est un facteur de stabilité, c'est un facteur de cohésion sociale. Il faudra vivre avec, mais si nous pouvons contrebalancer, je dirais, des avantages relatifs, parce qu'également dans d'autres pays, ils doivent compenser l'aspect inflation dans le cadre des négociations salariales. Donc si l'inflation est contrebalancée par un système qui est connu d'avance, celui de l'indexation, c'est une bonne chose, mais avec la politique des chemins courts, des Kurzenwege. On sait bien, je dirais, défendre nos intérêts et avec une interaction et je dirais, avec une approche synthétisée au sein du Parlement qui va au-delà de la majorité, je dirais, assez confortable de ce gouvernement en termes de sièges au Parlement. Je pense qu'on pourra bien mettre à fruit tous nos atouts que compte le Luxembourg. Et là, je suis tout à fait confiant à ce qu'on puisse remonter de nouveau la pente au niveau de la compétitivité et de l'attractivité du Luxembourg. D'ailleurs, les échos que j'ai reçus, je dirais, de la population, mais également du monde économique et surtout financier, sont assez positifs et sont encourageants pour ma part. Donc évidemment, l'avantage au Luxembourg pour les gens qui s'intéressent à la politique, il suffit de télécharger sur le site du gouvernement l'accord de coalition. On sait que c'est marqué dedans, l'index ne sera pas remis en question pendant les 5 prochaines années. Au moins, on ne perd pas de temps à discuter là-dessus et on avance. Moi, j'ai quand même une ou deux questions à vous poser. La première, c'est, on sait qu'il y a deux mondes parallèles un peu au Luxembourg. Il y a un peu le monde des Luxembourgeois et il y a le monde des internationaux. On sait que la population est passée de 350 000 personnes en 1975 à 670 000 aujourd'hui. C'est un miracle démographique. Et au niveau de ces deux populations, personnellement, en tant que citoyen, j'ai le sentiment que le niveau de compréhension de la réalité de l'économie dans ces deux groupes n'est pas très élevé. Vous parlez de 75% des recettes qui viennent des taxes corporate. Je pense que si on demande des grands rues, les gens ne se rendent pas compte de cette situation. Donc ne pensez-vous pas qu'un grand risque, ce soit l'ignorance de la population par rapport à la situation assez historique de l'économie du pays qui a besoin là d'avancer d'une manière assez dynamique? Je dirais le risque qu'il y ait les Luxembourgeois et d'autre côté la communauté internationale, je ne les sous-estime pas, mais il ne faut pas trop dramatiser. Non, Moi, bien sûr. j'étais maire d'une commune pendant 23 ans dont le taux de non-luxembourgeois dépassait les 50%. Et je pense qu'on a quand même réussi à ma mère, dans la commune de ma mère, à créer un espace et un environnement très populaire et facile. Tous les gens se retrouvent au parc à ma mère, qu'ils soient luxembourgeois, anglais, qu'ils soient américains, grecs ou roumains, je ne sais pas. Mais je pense que là, si la politique encadre un peu je dirais, cette mixité de la population, également en termes de nationalités différentes, ça va dans le bon sens. Deuxièmement, ce qui est vrai, à Luxembourg, il nous faut des talents. Il nous faut l'expertise également outre-frontières. Voilà pourquoi on tient beaucoup aux frontaliers qui viennent au jour le jour travailler à Luxembourg. Voilà pourquoi je suis également en train de rechercher une solution, quoique ce ne soit pas très ou trop facile, pour inciter les gens à continuer à travailler à Luxembourg, parce qu'on ne pourrait pas se priver de tous ces frontaliers qui font un travail exemplaire, il faut les accueillir. Et trois,
il nous faut bien entendu, au-delà de la population luxembourgeoise, et on le remarque surtout au niveau des jeunes, pour avoir des recrues pour les grands cabinets d'avocats, pour avoir les recrues pour les cabinets d'audit, et surtout dans d'autres, je dirais, dans d'autres domaines émergents, comme l'intelligence artificielle, comme la digitalisation, les fintech. Il nous faut un ensemble d'expertise, également des expatriés. Voilà pourquoi je veux, en conformité avec le programme gouvernemental, je voudrais mettre en place des incitatifs fiscaux pour attirer également des expatriés, parce que sinon le pays ne pourra pas fonctionner de manière aussi dynamique à moyen et à long terme. Donc je ne vois pas a priori des risques, pour autant qu'on soit conscient de ce que le pays ne peut pas uniquement fonctionner avec des luxembourgeois d'origine, et je pense qu'on l'a réalisé dans notre histoire. On était toujours, je dirais, sous influence française, belge, parfois des hollandaises, et parfois des temps, je dirais, qui étaient un peu très très difficiles pour le Luxembourg, mais on a toujours su en tirer profit. Oui, je confirme effectivement que le Luxembourg est certainement un modèle d'intégration. Il faut rester vigilant. On a vu que l'ADR a gagné un siège l'an dernier et encore un cette année au niveau européen. Je sais que la semaine dernière, il y a eu la première réunion du Haut Comité de la place pour l'attraction des talents. Donc effectivement, on sait que c'est un chantier prioritaire. Et effectivement, sans doute, il y a là un risque et une opportunité dans notre capacité à attirer, à loger et à garder ce que la Chambre de commerce appelle des centaines de milliers de nouveaux employés qui sont nécessaires avant 2030. Donc évidemment, là, il y a des défis qui sont considérables. Je reviens juste sur la compréhension de l'économie. Est-ce que vous pensez que la population est consciente de la très haute dépendance de notre économie sur le secteur de la finance? Je pense que oui. Dans le subconscient, je pense que oui. Je pense, oui, bien entendu, les idées sont propres à chacun, mais les gens, quand ils parlent à l'étranger, ils sont contents et fiers de la capacité et de l'attractivité de notre place financière. Je ne suis pas le ministre, je suis le ministre des Finances d'un pays qui a 675 000 habitants, mais je suis également ministre d'un pays qui a le deuxième up en termes d'assets sous gestion à Luxembourg. Je suis ministre d'un pays qui a l'un des plus grands centres financiers et bancaires sur la planète. Donc je pense que ce sont des atouts et on sait bien les ménager. Parce que, je dirais, un luxembourgeois, quelqu'un qui réside à Luxembourg, qui entend accomplir une carrière au niveau de notre place financière, il peut le faire. Bien sûr. Et je pense que dans le subconscient, les gens sont vraiment conscients de cet atout, mais vous avez à juste titre soulevé la question, il faudra complémentairement investir pour attirer également d'autres secteurs de l'économie, je dirais hautement qualifiés comme les fintech et que d'autres, l'intelligence artificielle, tous secteurs confondus, mais également au niveau d'autres domaines comme la transition digitale, comme la transition énergétique, où le Luxembourg, avec son savoir-faire, pourra trouver des niches pour bien assurer la pérennité de notre économie luxembourgeoise à moyen et à long terme. Et une dernière chose, je dirais, si on a l'opportunité d'avoir de grandes entreprises internationales qui veulent, pour des raisons qui leur sont propres, s'implanter sur le territoire du luxembourgeois, il faudra également assurer une approche pragmatique. On dit, ça sont les conditions, c'est un vade-mecum, il faut s'y conformer, et une fois que vous vous y conformez, voilà, vous avez les autorisations et puis ça doit avancer vite. Et j'ai un peu l'impression que cela n'était plus ou n'était pas le cas durant peut-être les 2 dernières législatures. Voilà pourquoi il faudra le contrebalancer, également travailler dans le cadre d'une plus grande simplification administrative, tous domaines confondus. Oui, là, il y a beaucoup de points. D'abord, vous étiez le maire de Mamers, où il y a un des joyaux industriels du pays, c'est Ceratizit. Oui. Donc, effectivement, on devrait faire visiter à la population cette fantastique usine que j'ai visitée il y a encore 2 mois.
Voilà, les gens oublient que l'emploi à Luxembourg, c'est aussi ça, des milliers d'ouvriers. On oublie qu'effectivement, on a Dupont, on a Guardian, qui sont peut-être des industries qui ont une partie polluante, mais il va falloir avoir une discussion. Est-ce qu'on veut des milliers d'emplois ou pas? Un autre défi, vous parlez de la transition énergétique. Le Luxembourg importe aujourd'hui 81% de son électricité. Ça ne relève pas de votre ministère, mais sans doute il va falloir qu'on trouve des solutions. Et on a une centrale nucléaire pas très loin, donc je pense que là, il y a sûrement des bonnes idées. Un point essentiel, personnellement, je regarde toujours comment on peut mesurer la performance. Alors, je voudrais vous poser la question. Vous avez énormément de chantiers en parallèle. On vous a vu sortir un SPV pour aider l'immobilier il y a quelques semaines. On vous a vu effectivement multiplier les initiatives. Comment est-ce que vous mesurez la performance de chaque initiative et comment est-ce que vous gardez les yeux sur les grands objectifs que vous avez nommés au début de l'interview? Je dirais ma performance politique, entre guillemets, que vous demandez, elle s'articule par rapport au programme gouvernemental. C'est un programme de coalition qui a été minutieusement mis en place sur 209 pages, comme vous venez de le mentionner et de le rappeler, à Zanningen, dans un climat, je dirais, très constructif, très proactif. Et moi, je me mesure par rapport à ce qui est mis dans le programme gouvernemental et je coche les cases une fois que les mesures qui, je dirais, traduisent en pratique ces orientations politiques sont mises en place. Bien entendu, il faudra pour chaque orientation politique un plan d'action. Et c'est ma façon de travailler, c'était la façon de travailler à la commune. Il y a une orientation politique, il faut mettre en place un plan d'action pour la mettre en musique. Et par après, il faudra vérifier sur le terrain si les mesures qui ont été implémentées tiennent la route, et deux, quels sont les retours qu'on reçoit d'un niveau politique, d'un niveau économique, mais surtout également d'un niveau social. Et l'essentiel pour moi, et c'est mon devoir en tant que ministre des Finances, c'est assurer la compétitivité et l'attractivité de la place financière, mais mesurer également les bienfaits pour le pays, mesurer également avec l'argent collecté, qu'est-ce qu'on fait au niveau des critères sociaux? Parce qu'il y a également, il n'y a pas seulement un centre financier, mais il y a des gens, il y a 62 000 personnes qui travaillent, je dirais, pour et dans le secteur financier au sens large. Il faudra garder des hauts critères sociaux, parce que sinon les gens ne viendront plus. Et trois, il faudra mesurer également quelles sont les implications de l'argent qu'on collecte au haut niveau de la cohésion sociale au Luxembourg, au niveau des investissements, bien entendu, en infrastructure, mais également des investissements dans des domaines sociaux, des hauts standards au niveau social, parce que je viens tout à l'heure d'évoquer que 47% de nos dépenses budgétaires sont dédiées à des fins sociales. Donc l'argent qui vient largement du secteur financier, il faudra mesurer si les buts que se sont donnés les deux partenaires de coalition pour les 4,5 années encore qui restent à écouler ont été atteints. Et je suis confiant avec l'esprit constructif de chacun d'entre nous au sein du gouvernement, avec l'appui d'une large majorité gouvernementale. Et je souhaite toujours, c'est peut-être un petit réflexe en tant que bourgmestre, j'avais toujours une bonne majorité au sein du conseil communal et je voulais avoir un consensus. Jamais l'unanimité, c'était le mieux, mais un consensus que les mesures qu'on mettait en place étaient appuyées par la plus grande majorité possible au sein de l'enceinte délibérante, conseil communal, plan national, parlement. C'est vrai qu'on le voit, c'est un petit peu la culture politique au Luxembourg. Souvent, vous êtes à l'image, les maires deviennent ministres. L'ex-DLS était maire de Mondor, c'est la même approche. Et effectivement, on retrouve cette culture du consensus qui fait certainement la spécialité du Luxembourg. On vous a vu lancer les discussions sur le logement en février, en mars, en avril. Et puis, vous avez lancé votre initiative en mai. On s'attend à la même chose de la part d'autres départements pour la réforme fiscale, pour la réforme des retraites. Donc, effectivement, vous avez encore 4 années devant vous qui sont très chargées. Il vous reste quelques semaines avant les grandes vacances. Et puis, on fêtera bientôt déjà le premier anniversaire des élections de 2023. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos différents dossiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je reviendrai.